Je, je vous salue. Je voudrais vous parler aujourd'hui de Thucydide, une manière plus que très belle d'inaugurer notre cours d'histoire grecque et notre première intervention, notre première vidéo. Et pour ce faire, je voudrais vous parler du dialogue des Athéniens et des Méliens au livre 5. Ce dialogue est sans doute un des moments les plus importants de l'œuvre. Il a fait trembler Nietzsche quand il l'a lu, car c'est la preuve, si on avait besoin d'une preuve, que Thucydide est bien l'historien politique dont parlait Werner Jaeger dans son livre intitulé La Paideia. Alors évidemment, parler de ce dialogue des Méliens et des Athéniens, c'est une chose difficile. Et pour nous rassurer, et vous et moi, je propose, en guise de prolégomène, 2 étapes. La première, évoquer d'une manière large la place de ce dialogue dans l'œuvre, et comme seconde étape, évoquer quelques pistes qui permettront de comprendre ce qu'est réellement ce dialogue des Athéniens et des Méliens. Un moment essentiel, aussi fort plus tard que certaines pages de Platon dans la République, que la première page de la politique d'Aristote sur l'essence politique de l'être humain. Le dialogue des Méliens pose la question même de l'impérialisme. Et Thucydide est celui qui a pensé l'impérialisme, passant du particulier à l'universel. Il s'impose comme l'historien politique par excellence, et même, pourquoi pas, le créateur, l'inventeur de la philosophie politique. Et c'est pour ça que nous commençons par cela. J'évoquerai aussi dans ces prolégomènes, après la question de l'impérialisme, j'évoquerai ce qu'est la guerre du Péloponnèse et la dialectique terre-mer. Pourquoi Sparte et Athènes s'opposent et pourquoi leur conflit permet de comprendre tous les autres conflits. Il sera utile d'évoquer tous les penseurs politiques qui gravitent autour de Thucydide, sans oublier bien sûr à tout seigneur, tout honneur, toute grande dame, tout honneur, Madame de Romilly, évidemment, avec qui j'ai eu il y a très longtemps une conversation émouvante. Elle m'avait écrit plusieurs fois à propos de mon Thucydide et aussi de mon Alexandre. Et j'avais osé l'appeler et j'ai eu une longue conversation avec elle à propos d'Alcibiade. Et je me permets cette confidence parce que Alcibiade, qui n'est pas présent dans ce dialogue des Méliens et des Athéniens, mais qui peut-être l'a pensé et n'a sûrement pas été hostile au châtiment implacable que les Athéniens, maîtres de peuple et puissance de mer, souverains de la mer, ont imposé aux Méliens. Alcibiade, élève de Socrate,
pour moi le meilleur élève de Socrate, Alcibiade est, comme le dialogue des Athéniens et des Méliens, le symbole même de cet éros du politique qui anime toute l'œuvre de Thucydide. Donc vous le voyez, beaucoup de choses sont à dire. Je commence donc, aussi étonnant que ça puisse paraître, par le commencement que j'ai indiqué au début de mon intervention. Alors, ce dialogue des Méliens, et je le répète, là, il s'agit de simples considérations générales. Nous entrerons dans le vif du sujet dans le prochain petit film. Oserais-je dire que je vais faire comme Alexandre Dumas, un feuilleton en m'arrêtant à un moment où le suspense est à son comble, pour que les spectateurs nous suivent dans cette aventure. Alors tout d'abord, le dialogue des Méliens au livre 5, n'est-ce pas, est tout à fait différent des questions qui sont évoquées au livre 1, tout début de l'œuvre, la prise de parole des Athéniens, le discours des Corinthiens qui évoque ces Athéniens incapables de rester tranquilles et de laisser les autres tranquilles, ces Athéniens qui sont extrêmement dangereux, qui sont une puissance de proie, condamnée à augmenter leur puissance et qui s'opposent par leur rapport au devenir et à l'action politique sur les mers, qui s'opposent donc aux Spartiates, dont le rapport à la guerre, aux politiques et à la puissance est lié à l'immobilité, puissance de terre et puissance de mer dont nous parlerons plus tard. Et ce sont les Corinthiens, les alliés des Péloponnésiens et des Spartiates, qui évoquent ce qu'est l'impérialisme des Athéniens. Les Athéniens eux-mêmes évoquent leur rapport à l'arché, à l'empire. Et ils justifient aussi leur rapport à la puissance par le rôle qui a été le leur pendant les guerres médiques, à Salamine. Salamine, formidable, est le point de départ du rapport athénien à la mer. Et c'est par cette victoire navale que condamnera plus tard Platon, si on aura le temps, on en parlera, mais c'est par cette victoire navale que les Athéniens conçoivent leur puissance sur mer et se retrouvent, je le répète, comme dira Platon à propos du mythe de l'Atlantide par exemple, se retrouvent condamnés à augmenter sans cesse cette puissance pour que cette puissance soit. Un paradoxe particulièrement intéressant. Je veux donc dire que, à la différence de ces premiers discours, au livre 1, par exemple, ou ailleurs, ces discours qui sont des discours sur ce qu'est l'impérialisme d'une manière générale, le dialogue des Athéniens et des Méliens, à première vue, n'a rien à voir avec cette façon, cette mise en scène. Au contraire, c'est quelque chose de très particulier, de très précis, d'événementiel, en apparence. Il s'agit de la soumission de l'île de Mélos, la soumission des Méliens. Et je me permets de préciser que cette soumission de Mélos participe de l'état d'esprit que j'ai déjà indiqué, à savoir que les Athéniens, maîtres de la mer, se doivent non seulement d'agir et de progresser, mais se doivent de conquérir toutes les îles, toutes les côtes
de la mer Méditerranée. Je précise au passage que l'on évoquera naturellement certains discours, celui de Périclès en particulier, qui explique qu'Athènes, puissance de mer, parce qu'elle est puissance de mer, peut frapper partout et se retirer immédiatement, ce qui est une supériorité par rapport aux puissances de terre qui sont condamnées à se déplacer, à traverser des territoires amis ou ennemis et qui ont des difficultés extrêmes pour s'extraire d'une situation périlleuse. Mais pour que cela soit, il est évident que, et l'on voit là encore une des nécessités que j'ai dites au départ de mon intervention, il est évident que dans ces conditions, il faut que les Athéniens possèdent toutes les îles et toutes les côtes pour que leur puissance soit. Il se trouve que Mélos, avec Cythère, dont on parlera peut-être, est la dernière île que ne possèdent pas les Athéniens. Les Athéniens se doivent donc de prendre possession de cette île. Les Méliens n'ont aucune chance, aucune possibilité d'échapper à la domination athénienne. Sans vouloir dévoiler quoi que ce soit, pour les Méliens, la chose est très simple, évoquée par les Athéniens. Ils ont le choix entre deux solutions: entrer dans l'Empire ou disparaître. Au passage, petit clin d'œil avec ce que j'ai dit, je crois, au départ, à savoir que le dialogue des Athéniens et des Méliens est une figure même de ce qu'il est convenu d'appeler la géopolitique aujourd'hui. Le dialogue des Athéniens et des Méliens est l'exemple même de ce qu'est l'impérialisme et la preuve que ce que Thucydide a dit, à savoir que son œuvre est un trésor pour toujours, ce qu'il se passe aujourd'hui, à propos par exemple de l'île de Taïwan et de la Chine et des Américains, où s'opposent encore des démocraties et des pays qui ne sont pas des démocraties, où s'opposent des puissances de la terre et des puissances de la mer, où s'opposent des puissances ascendantes et des puissances dominantes, eh bien, Taïwan n'a aucune chance d'être soutenu par les Américains, malgré leurs promesses. C'est un détail que je me permettrai de vous évoquer par la suite dans la seconde vidéo, lorsque les Athéniens disent aux Méliens qu'ils sont bien naïfs d'imaginer que les Spartiates viendront les soutenir. Je reviens donc à mes propos du départ. Il ne s'agit pas ici d'un discours, je dis bien en apparence, d'un discours sur l'impérialisme en tant que tel, en tant que, je dirais presque, paradigme de ce qu'est la philosophie politique. Il s'agit de la soumission de l'île. Point. Cependant, très rapidement, on se rend compte que ce dialogue absolument improbable, et on pourrait même dire là à ce moment-là que, comment dirais-je, le dialogue des Athéniens et des Méliens est quelque chose propre à Thucydide, de la même manière qu'un dialogue chez Platon est propre à une pensée platonicienne. Nous avons là la quintessence même de la pensée thucydidéenne, à partir du moment où la chose devient improbable, presque de l'ordre de l'abstrait. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de personnage historique. Il n'y a pas, comme c'est le cas ailleurs, un stratège face à un autre. Ce sont les Méliens et les Athéniens. Hoi Athénaioi. C'est-à-dire, nous sommes au cœur d'une abstraction.
Et ça nous met déjà sur la piste que, au-delà d'un fait particulier, nous basculons nécessairement vers quelque chose qui est, comment dire, de l'ordre de l'universel. Et au passage, Aristote se trompe lorsqu'il dit que les historiens ne peuvent pas passer du particulier à l'universel. Il n'avait pas pensé, il n'avait pas compris. C'est étonnant. Je ne comprends pas. C'est quelque chose qui m'échappe. Il n'avait pas compris. Ou alors peut-être qu'il n'a pas lu Thucydide. Enfin, je n'arrive pas, je ne sais pas, je ne comprends pas. Thucydide est l'exemple même du passage du particulier à l'universel. Et c'est pour ça qu'il est fascinant et que Jean-Baptiste Gale, que Napoléon avait nommé à la tête de la Bibliothèque impériale de France, Jean-Baptiste Gale, que Napoléon avait nommé à la Bibliothèque impériale de France, avait compris, lui, à quel point Thucydide était le penseur du politique. Donc, une portée plus générale, très rapidement, grâce à, comment dirais-je, à l'anonymat des personnages. Nous ne savons pas exactement qui est l'initiateur de cette expédition et quelles idées présidèrent cette même expédition. Plutarque nous dit que Alcibiade aurait soutenu le projet du massacre des habitants, et ça m'intéresse particulièrement. N'oublions pas que dans pas longtemps, Alcibiade va penser l'impérialisme extrême. Cet aristocrate fascinant dont on parlera, le meilleur élève de Socrate, cet aristocrate qui a la haine et le mépris de la démocratie et des cacoilles, et qui pourtant se trouve à la tête des armées de la démocratie athénienne. Ça, c'est un paradoxe que je suis en train d'explorer dans le Platon que j'écris pour Ellipse. Un paradoxe de plus, et plus il y a de paradoxes, plus on est heureux, car quand il y a plusieurs éclairages, la vérité devient multiple et passionnante. Donc, en arrière-plan, déjà le chasseur pourpre, cet Alcibiade qui se promenait dans les rues d'Athènes en laissant tomber avec un orgueil extraordinaire, en laissant glisser, en laissant traîner avec un orgueil extraordinaire son manteau de pourpre, symbole de sa puissance et de son pouvoir. Il s'agit donc du châtiment de Mélos, mais en réalité, même si la prise de Mélos en tant que telle est quelque chose de négligeable, qui n'a aucune espèce d'influence dans le cours de la guerre, c'est ça qui est extraordinaire, eh bien, ce dialogue des Athéniens et des Médiens, cette prise de Mélos, qui n'a aucune influence, qui ne compte pour rien dans l'évolution même du conflit, qui est peut-être même lié à une invention de Thucydide, non pas la prise de Mélos, bien sûr, mais le dialogue à une invention de Thucydide, un peu comme on trouve chez Platon des personnages fictifs, comme Calliclès, qui pourrait cacher Alcibiade. Vous voyez qu'il y a des pistes infinies à creuser, mais c'est difficile de le faire dans un temps si bref. Donc, un fait négligeable, je me répète, sans grande influence sur le cours de la guerre, mais qui est, et c'est un signe, lié à ce que j'appelle le principe même d'une politique impérialiste. C'est, dialectiquement, malgré ce que je viens de dire au départ, quelque chose qui est lié à l'impérialisme même. Quelque chose aussi qui indique
et qui précise le soupçon que je viens de vous indiquer. Les personnages de cet énigmatique, dialogue, personnage que met en scène Thucydide, avec en arrière-plan la question de la peur, de l'intérêt, de la justice, comme c'est le cas dans les affrontements entre Socrate et les grands sophistes, que ce soit Protagoras ou Thrasymachus, qu'il ne faut pas regarder dans les yeux car on pourrait être foudroyé par son regard de loup. Tous ces personnages, ne l'oubliez pas que Thucydide est l'élève d'Antiphon et que Thucydide est, comme Platon, un ennemi féroce de la démocratie. Tous ces personnages dont je parle des Méliens, bien sûr, montrent une étrange prescience des événements futurs. Ce qui voudrait dire que, et ça, je tiens à insister là-dessus, ce qui veut dire que ce dialogue aurait été écrit après 404. Et j'en suis certain. Ils savent, par exemple, ces Méliens, en 598, que les neutres se détacheront des Athéniens. Ces Méliens, en 590, si vous avez le texte sous les yeux, ce serait d'ailleurs pas mal d'avoir la traduction d'Anne sous les yeux pour qu'on puisse communiquer plus facilement. Ces Méliens prévoient qu'Athènes sera vaincue en 590. Or, nous sommes, à ce moment-là, je vous le rappelle, au moment culminant, à l'acmé de la puissance athénienne. Et surtout, Sparte est en sommeil. Et les Méliens vont être écrasés. Et la thalassocratie athénienne triomphe. Ils savent même, et ça je voudrais développer quelques secondes, mais j'ai peur qu'on perde le fil ensuite, bien sûr, mais ce sont des choses que je sais et qui me permettent de mieux comprendre. Donc je voudrais que vous aussi, vous ayez ces informations. Ils savent qu'Athènes, une fois écrasée, sera sauvée par sa rivale, à savoir Sparte. Ça, c'est exceptionnellement intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est une question de géopolitique hors du temps. Je vous rappelle que lorsque les nazis sont tombés, les vainqueurs, les Occidentaux d'une part et les Soviétiques d'autre part, alliés contre un ennemi commun, se retrouvent adversaires. C'est ce qu'a dit Épaminondas face à Sparte, à son allié corinthien qui ne comprenait pas pourquoi Épaminondas, qui avait Sparte sous sa domination immédiate, pourquoi le Thébain ne frappait pas et ne détruisait pas Sparte. La réponse d'Épaminondas est arrivée cinglante. Épaminondas dit aux Corinthiens, si Sparte tombe, c'est toi mon prochain adversaire. Et ce que disent là les Méliens, ce qui montre à quel point ce dialogue est un dialogue de philosophie politique, et cela est possible parce que justement les personnages sont presque des personnages abstraits. Les Méliens disent aux Athéniens que ce sont leurs ennemis qui vont les sauver. Pour la bonne raison que les Spartiates savaient ou sauront, puisque nous nous plaçons
dans la chronologie du dialogue des Athéniens et des Médiens, les Spartiates sauront que les Athéniens à terre, ils se trouveraient en guerre contre leurs anciens alliés. Et ça, c'est fascinant. Et vous voyez qu'à chaque instant, il y a des pistes à suivre à l'infini. Autre élément du même ordre, lié à ce fait que je viens d'évoquer, c'est que les puissances qui commandent à d'autres peuples ont à craindre, plus que leurs rivaux immédiats, leur sujet. Car les puissances de peuples qui s'affrontent veulent soumettre, mais ne veulent pas détruire. Ce sont les sujets, ceux qui sont dominés, les fameux alliés de la Ligue de Délos, qui, eux, veulent détruire la cité hégémonique. Et là, nous sommes au cœur d'un échiquier politique excessivement intéressant. Je pense à un passage de Xénophon dans les Helléniques, où Xénophon, grand maître de la guerre, de l'histoire et de la philosophie politique, dit qu'il faut laisser une rivale à ses rivales. Parce que les sujets sont guidés par la haine, alors que les empires sont guidés par l'esprit politique. Je le répète, les cités maîtresses de peuples cherchent à soumettre et non à détruire. C'est le principe même de l'affaire de Mytilène. Je ne sais pas si vous connaissez la chose, donc je me permets quelques mots. Le principe de la Ligue de Délos, au départ, était que, au fond, par une symmachie, c'est-à-dire une alliance pour le combat, on agissait pour empêcher le retour des Perses en mer Ionienne. La chose a réussi. Les Perses ne peuvent plus revenir, même sur leur propre côte. Les habitants de l'île de Lesbos, à Mytilène, ont donc considéré, je pense au printemps de Prague, vous voyez que nos Grecs sont nos extrêmes contemporains, les habitants de l'île de Lesbos, les Mytiléniens, Sappho n'est plus là depuis très longtemps, ont donc considéré, à juste titre, que les raisons qui les faisaient être des membres de la Ligue de Délos n'étaient plus. Et ils ont donc pensé qu'ils pouvaient se retirer et retrouver leur liberté, c'est-à-dire leur autonomie. Nous évoquerons cette question à un moment ou à un autre, la dialectique de l'hégémonie et de l'autonomie, qui permettra de comprendre, à l'occasion, si on en parle, le fameux décret d'Aristoteles. Les Mytiléniens, donc, décident de se retirer de la Ligue de Délos. Je souris parce que je pense exactement à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine avec les Russes et avec l'OTAN en arrière-plan. Les questions sont toujours les mêmes. Les Mytiléniens se sont retirés. Pour les Athéniens, si Mytilène ou Lesbos agissaient de cette manière-là, tous les autres alliés feraient de même et leur hégémonie était directement menacée. Hors de question donc de laisser passer cela, les Athéniens envoient une expédition avec l'ordre
de massacrer les habitants de l'île et que ce soit les hommes, les femmes ou les vieillards. On connaît la suite. Diodote a réussi à démontrer le danger de cette démesure, et les Athéniens, non pas par, j'en ai parlé d'ailleurs avec Jacqueline de Romilly, évidemment, non pas par, comment dirais-je, pour une raison morale, la chose n'existe même pas, le concept n'existe pas, l'éthique n'a rien à voir avec la morale, non pas pour une raison d'humanisme. Nous sommes dans un monde où la question des droits de l'homme n'a jamais empêché un empire qui désire s'agrandir de le faire. C'est une question de pragmatisme politique. Il ne faut pas, en agissant, pas faire en sorte que tous les alliés quittent l'empire, mais il ne faut pas, en ayant une réaction trop brutale, faire peur à ces mêmes alliés et déclencher quelque chose qui pourrait être dangereux pour l'hégémonie. La vérité, comme dit Aristote, est es meson, au milieu. La seconde expédition, ou plutôt, j'exagère, c'est un simple vaisseau, c'est la fameuse salaminienne, qui a 2 équipages, ce qui permet d'avoir une vitesse plus rapide. La salaminienne, avec un contre-ordre, se rend à Lesbos et arrive à temps pour donner le contre-ordre, à savoir massacrer tous les hommes de l'île de Lesbos et de transformer en esclaves tous les autres habitants. Voilà la clémence d'Athènes. Cela en dit long sur la puissance de proie qu'est cette cité et quels sont les liens entre la démocratie et l'impérialisme, avec à la clé la souveraineté de la mer. Donc vous le voyez, Athènes, dans ce dialogue avec les Méliens, sait que le danger, ce ne sont pas spécialement les autres puissances de proie, mais ce sont leurs sujets, d'où la subtilité de leur réaction et le fait d'avoir baissé d'un cran la violence de leur intervention est signe de cette intelligence. Athènes redoute ses sujets et a peur d'une vengeance. Donc, c'est de ça que nous parlerons dans très peu de temps. Mais avant de clore cette première intervention, comme je l'ai dit au départ, mes prolégomènes sont en 2 temps. Je voulais vous donner quelques petites considérations générales sur le dialogue des Athéniens et des Méliens. Cela est fait. Et maintenant, quelques petites pistes en arrière-plan pour savourer cette œuvre à part entière qu'est le dialogue en question. Quelques mots donc sur Thucydide, historien politique, philosophe politique. C'est Werner Jaeger, dans sa Paideia, qui évoque cela. Mais c'est aussi Hobbes qui montre à quel point le récit de Thucydide
comment dirais-je, s'érige en argumentation. C'est Hobbes qui dit que Thucydide est l'historien le plus politique qui ait jamais écrit. En un mot, il y a dans l'œuvre de Thucydide une pensée politique, une pensée de la guerre. Ce n'est pas un cours de morale, c'est un enseignement. Sur la politique, sur la guerre en tant que telle. Cela annonce Clausewitz, tout simplement. Cet enseignement sera analysé, commenté, exploré par Carl Schmitt, qui, dans un livre clé, Le Nomos de la mer, va, à la suite de Thucydide, concevoir la dialectique terre-mer comme moyen de comprendre tous les affrontements. Léo Strauss, dans son livre clé, Le retour au rationalisme politique classique, et bien sûr, quelqu'un avec qui j'ai eu la joie de converser et d'échanger, Luciano Canfora, qui est un des grands spécialistes de la démocratie et de la pensée guerrière et politique d'Athènes. Tout de suite, il est bon de dire qu'avant Thucydide, il y a eu Hérodote, et que, même si cette opposition pourrait être immédiatement, comment dirais-je, discutée, cette opposition, la voici. Hérodote écrit pour que la geste des Athéniens et des barbares ne soit pas oubliée. Et au passage, oserais-je vous faire remarquer que c'est quelque chose d'absolument remarquable. Rares sont les civilisations qui ont su autant comprendre l'importance de la mémoire pour survivre. L'histoire est une invention grecque. Hérodote donc écrivait pour que les faits d'armes des Grecs et des barbares ne sombrent pas dans l'oubli, alors que Thucydide, je rappelle le début de l'œuvre de Thucydide, Thukydides Athénaios, Xunégrapsé, ton polémon, ton péloponneson kai Athénaion, os et polémessan, pros allelus. Je traduis rapidement, alors qu'il faudrait peut-être même rester très très longtemps sur tous les détails de cette phrase étonnante qui a été mal comprise. Thukydides Athénaios, c'est très rare qu'on se présente de cette manière-là. On se présente comme le fils de Doloros en particulier, fils de père de Thucydide, ou on se présente comme quelqu'un d'indemne, depuis la fameuse révolution de Clisthène, dont on parlera sans doute, qui a permis la démocratie. Là, il se présente comme un Athénien, au cœur de l'Empire, et on sent quelque chose comme une fierté. Il est membre d'une cité maîtresse de peuple. Il est fier de sa race, de sa civilisation. Nous ne sommes pas dans l'horreur des temps contemporains. Xunégrapsé, quelqu'un d'autre aurait dit grapsé, là il y a le xun, qui permet de montrer qu'il conçoit, qu'il prend avec, cum capire, qu'il écrit en concevant.
Et ensuite, la redondance, ton polémon, os et polémésane. Certains ont même cru que Thucydide avait raté sa première phrase. Pas du tout. Cette phrase indique ce que je suis en train d'essayer de vous dire, à savoir que Thucydide écrit la guerre des Péloponnésiens et des Athéniens et entre dans le détail de toutes les opérations, mais aussi Ctema Essaei, son œuvre étant un trésor pour toujours, il précise dans cette première phrase qu'il va s'intéresser à la guerre en tant que telle, à l'idée de la guerre. Comme je le disais tout à l'heure, il y a chez Thucydide ce qu'il y a dans les dialogues platoniciens. Certaines phrases de Thucydide sont aussi exemplaires qu'un dialogue platonicien. Thucydide, donc, est quelqu'un qui, pour la première fois, conçoit ce qu'est l'historicité des civilisations humaines, des sociétés humaines, savoir la différence qu'il y a entre un temps contemporain et un passé, la différence entre un état primitif, à partir duquel on a progressé, pour arriver au sommet de l'intelligence, à savoir le siècle de Protagoras, d'Anaxagore, de Démocrite, et le siècle de Thucydide, tout simplement. Et il y a un passage, d'ailleurs, qu'on évoquera peut-être, je ne sais pas quelle sera la suite de ces opérations filmées, mais la férocité des mercenaires thraces dans le livre 7, je crois, qui sont renvoyés par Athènes et qui rentrent chez eux, férocité gratuite, qui est l'exemple même de la barbarie. Ces mercenaires thraces vont, alors qu'à Mélos, il y a une raison politique de premier ordre, ces mercenaires thraces vont massacrer des malheureux enfants dans une école pour le plaisir de donner la mort. Cette férocité n'est pas une férocité politique, c'est une férocité barbare. C'est l'antithèse même de la civilisation grecque. Cependant, et vous voyez que la dialectique est bien une arme de guerre, cette sauvagerie barbare, je pourrais évoquer une question d'ordre sophistique, qui est une question clé qu'on abordera à un moment ou à un autre, à savoir que dans le monde sauvage, le plus fort l'emporte sur le plus faible, et que la société a imposé la loi pour que le faible soit protégé du fort. En réalité, dans la société, dans l'univers civilisé qui par essence s'oppose au monde barbare où le fort l'emporte sur le faible, eh bien dans la société contemporaine à Thucydide, dans la société qui est la nôtre, dans l'univers policé qui s'oppose fondamentalement aux barbares, eh bien la sauvagerie est toujours présente. La violence, plutôt, on n'emploie pas le mot sauvagerie, sinon il y a, comment dirais-je, quelque chose qui serait plus que paradoxal. Cette violence qui appartenait au monde sauvage, eh bien cette violence se retrouve dissimulée sous un vernis de civilisation et elle est sous-jacente dans la conduite des contemporains même de Thucydide. Pourquoi ? Parce que la guerre est une école de violence. C'est une phrase de Thucydide. Et que la guerre modifie l'humeur même de la majorité des hommes en l'accordant avec la réalité du moment. C'est un passage
je crois, du livre 3. Et dans une synthèse issue de cette dialectique, la guerre est fondamentalement liée à la civilisation, à l'univers de la cité. Et donc, tout le début de l'œuvre dont je vous ai donné l'incipit tout à l'heure, tout le début de l'œuvre de Thucydide est un prélude à l'analyse du développement de l'impérialisme athénien, préfiguré par la thalassocratie de Minos et d'Agamemnon. Pour concevoir une théorie de la puissance, un paradigme de la puissance, dont Athènes est le symbole. Et cette théorie de la puissance, on aura l'occasion de la développer, repose sur un rythme ternaire, la flotte, le trésor et les remparts. Je vous remercie.